Bonsoir, c'est encore moi. Pourquoi tant de hargne, pourquoi tant de raillerie envers Trump, alias la trompe, alias Mao Tse-Trump? Pourquoi il y a quand même beaucoup d'autres candidats sur la scène officielle des parasites, comme Trudeau, Macron, et n'importe quel autre clown de l'équipe des verrues professionnelles, qui méritent largement autant, si ce n'est plus, de colibet que Trump. Je dis oui, c'est pas faux. Mais il faut quand même bien voir que, par exemple, Trudeau-Macron, c'est un spectacle permanent depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans que quasiment à temps plein, on se fout de leur gueule. Je suis sûr que même jusqu'au fin fond de la Sibérie septentrionale, on raille ces deux débiles. Donc à un moment donné, faut peut-être trouver autre chose. C'est un spectacle permanent, ces deux-là, ça ne s'arrête jamais. Quand tu t'ennuies, quand tu sais pas quoi faire, tu plonges la main dans le seau, puis tu as une connerie de Trudeau ou de Macron du jour. C'est inévitable. Par exemple, en ce moment, en France, ils discutent de la sécurité sociale alimentaire. Donc la distribution de tickets de rationnement, en gros. C'est tellement le bordel, c'est tellement la misère en France qui est écrasée par le communisme de Macron et de tous les ténias qui l'ont précédé, que maintenant on discute de distribuer des tickets de rationnement pour de la bouffe. Les restos du cœur, ça ne suffit même plus. Bref, donc Trudeau-Macron, c'est devenu standard. Et là, on nous propose un nouveau jouet depuis un petit mois que la trompe est assise sur le trône fédéral américain. Donc c'est normal qu'on s'excite dessus, non ? C'est l'attrait de la nouveauté, c'est l'excitation d'un nouveau jouet. Tu as un nouveau jouet, tu t'en sers de manière compulsive au début. Puis au bout d'un moment donné, ça va retomber dans la routine et puis ça va ronronner comme le reste. La trompe, il va aussi tomber dans le bruit de fond là, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu verras. Ça va se calmer, on va arrêter de t'embêter avec ça. Mais ça suscite quand même des questionnements parce que ça fait 2 fois que je fais cette vidéo. La dernière fois, je pensais avoir été clair pourquoi la trompe est un communiste, mais apparemment, ça n'a pas vraiment pris puisqu'il y avait une question sous la vidéo et je vais en profiter pour faire une deuxième passe sur la trompe parce que justement, c'est rigolo. Et je remercie d'ailleurs l'auteur de la question, Juste Curieux 4900, qui a pris le temps quand même de rédiger ça. Donc je vais les prendre dans l'ordre pour structurer un peu la chose et on va aller un petit peu plus loin que la dernière fois puisque on a le temps, c'est la neige qui nous empêche de faire du vélo dehors. Donc voilà. Pourquoi tu l'appelles Mao Tse-Trump ? Parce que moi ça me fait rigoler, je trouve ça quand même très cool comme nom. Je suis assez content de moi, je dois bien l'avouer, de l'avoir sorti celle-là. C'est comme Macron Tse-Tung, j'aime bien. Je trouve que ça claque. Donc la réponse, elle est facile. C'est de la provoque à 2 francs 50, ça marche bien, ça claque, les syllabes s'enchaînent comme il faut. C'est agréable sur la langue. Franchement, je ne sais pas quoi te répondre d'autre. Je n'arrive pas à saisir le côté socialiste de Trump. Alors ça, c'est peut-être que tu as mal écouté la dernière fois ou que tu regardes mal ce qui se passe dans l'univers autour de toi. La dernière fois, on a discuté des tarifs douaniers, donc je ne vais pas revenir là-dessus en particulier, puisque ça ne semblait pas franchement te convaincre qu'une perturbation aussi majeure d'une harmonie économique par l'arbitraire d'un tarif douanier est une mesure socialiste. On va aller carrément dans le vif du sujet. Donc là, j'ai sorti une petite page web qui synthétise ce qu'on appelle les dépenses fédérales aux États-Unis. L'année dernière, en 2024, ce montant, ce qu'a dépensé l'État fédéral américain, c'est 6 750 milliards de dollars. Et en 2025, donc sous le règne de la trompe, ce montant va monter à un montant qui monte, vous m'excusez, mais c'est comme ça que ça marche. Ça va monter à 7 270 milliards de dollars. Ce qui représente, grosso modo, d'après les chiffres officiels, un bon quart de ce que produit les États-Unis en une année, en termes de PIB. Malgré tout, disons, l'irrespect que j'ai pour ce chiffre, les proportions, quand même, sont parlantes. Alors,
Est-ce que ça, ce n'est pas du socialisme quand simplement l'État fédéral, on ne parle même pas des États eux-mêmes, ni des comtés, ni des municipalités, ni de tout le reste de l'appareil d'extorsion et de succion socialiste des États-Unis, le fédéral, à lui tout seul, pompe 7270 milliards, un quart du PIB. J'ai du mal à appeler ça autrement que du socialisme. Alors, Trump ou pas, hein, c'est pas la question. Mais comme c'est lui en ce moment, comme c'était lui il y a 4 ans ou 5 ans, eh ben, il fait partie de la clique. Peut-être que lui ne se considère pas effectivement comme un socialiste, je suis sûr que c'est le contraire. Mais quand tu es le chef, même par intérim, d'une organisation socialiste, comment veux-tu que je te qualifie autrement que de socialiste? D'ailleurs, on pourrait parler de tendance, on pourrait dire il l'est moins que les autres. Alors déjà, d'une année sur l'autre, là, on voit que c'est le contraire qui arrive. Il augmente de 500 milliards sa consommation, c'est ce qui est prévu en tout cas. Maintenant, si on regarde un historique des dépenses fédérales depuis 2007 à peu près, donc depuis Bush, on voit qu'il y a une progression tout à fait croissante et bien stable, sauf à partir de là. Ça, je suppose que c'est le covidisme qui a embrayé la chose, et ça s'est maintenu, c'est un peu diminué sous bidon. Là-dessus, par exemple, tu es incapable de me dire qu'il y a quelqu'un de moins socialiste que les autres. Là, c'est du Bush, là, c'est du Obama, là, c'est de la Trump. Là, la première énorme barre, là, c'est la Trump. Donc, quand tu regardes ce genre de profil, tu es incapable de dire qu'à un moment donné, il y a eu un gouvernement libéral plus sobre, moins dépensier, moins socialiste. Donc, quand la Trump arrive sur le trône, il est socialiste comme les autres, puisque c'est la tradition de la maison. On peut même tirer un graphique qui va beaucoup plus loin, là, qui va jusqu'en 1900, et le même était tiré ici jusqu'au début des États-Unis, tu vois, en 1776 à peu près. Ça, c'est le niveau des dépenses fédérales. Alors, les grands pics ici, si on regarde, ça, c'est la guerre de sécession. Donc, la guerre, ça coûte du pognon, donc il faut bien sûr voler les gens, sinon on n'a pas les moyens d'aller les tuer. Donc, la guerre de sécession, gros pic de dépenses fédérales. La crise des années 30, 29 à 39, énorme pic, après une montée tout à fait virile, et là, une érection monumentale pour la guerre, encore une fois. La Deuxième Guerre mondiale a fait exploser les dépenses fédérales, c'est bien normal, hein, parce que, comme on le dit toujours, la guerre, ça coûte cher. Et après ça, c'est retombé au niveau qu'il y avait juste avant la guerre, pendant la crise, et c'est tranquillement monté avec 2-3 petites pointes. Là, il y a un petit creux. Alors, le petit creux, ça, c'est Clinton. Quand ça descend, tu vois, c'est un type de gauche. Là, on est sur des années de gauche, hein, de Clinton, les années 90. Et quand notre ami George W arrive sur le trône, et ben alors là, pouf, 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 la crise de 2008, bref, le Covid. Donc tu vois que la machine états-unienne, après avoir démarré de manière assez sobre, s'est emballée assez rapidement pour devenir un ogre communiste, c'est-à-dire un ogre qui mange les richesses de la nation. Donc je ne sais pas ce qu'il te faut pour qualifier ces gens, la Trump y compris, de socialistes. En tout cas, je vais te montrer maintenant un autre exemple de socialisme trumpien. Tu vas voir, c'est assez formidable. Avant ça, il faut que je fasse un petit aparté sur une directive, une réglementation internationale sur les finances, donc ce qui réglemente les banques dans le monde. Ça s'appelle les accords de Bâle, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est joli, ça fait très suisse Bâle, hein, donc on a confiance tout de suite que ça va être sérieux. Donc les accords de Bâle numéro 3, dont je ne connais absolument pas le détail, qui ont été, je crois, si mon souvenir est bon, établis en 2010, mais implémentés très très lentement pour finalement entrer en vigueur pleinement le 1er janvier 2025. Donc ces accords de Bâle réglementent les transactions financières, le business de la banque en général. Et il y a un truc très intéressant par rapport à ce qu'on va dire dans une minute sur la Trump, le communiste, c'est que depuis cette année, donc depuis le 1er janvier, l'or physique a été reclassé, parce qu'avant ça, il ne l'était pas, en tant qu'actif de niveau 1. Avant, il était de niveau 3, c'est-à-dire quelque chose de peu sûr, peu fiable, peu intéressant.
et qui ne peut pas servir de réserve pour une banque, c'est quand même drôle. Maintenant, il est reclassé en niveau 1, une catégorie réservée aux actifs les plus sûrs et les plus liquides. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que ça permet de faire des supputations sur une stratégie de l'État fédéral américain qu'on va écouter tout de suite par le biais de cette vidéo. Within the next 12 months, we are going to monetize the asset side of the US balance sheet. Donc les actifs de l'État fédéral américain, ils vont les monétiser. Ça veut dire qu'ils vont mettre en garantie des biens qui sont soi-disant la propriété de l'État fédéral. Je dis soi-disant parce qu'on sait bien tous, quand on est des êtres humains, que l'État ne possède rien, que tout ce qu'il croit posséder, en fait, il l'a volé. Mais faisons comme si. Donc l'État fédéral possède des choses tangibles et ils vont les mettre en gage contre de la monnaie fictive. C'est-à-dire que la Fed va créditer l'État fédéral de certains montants, sachant que l'État dispose de certaines ressources matérielles qui servent soi-disant de garantie. Alors, ce n'est pas une vente, hein, c'est simplement une mise en gage, comme quand tu hypothèques ta maison, en gros. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de Bâle et de l'or avant et de ça ? C'est que les États-Unis d'Amérique, l'État fédéral, possède apparemment 8000 tonnes d'or. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend aussi parler ces temps-ci de l'audit de la réserve d'or de Fort Knox par Elon et ses amis, pour vérifier si tous les lingots sont effectivement là. Ces 8000 tonnes d'or, dans la comptabilité de l'État, sont inscrits à un prix très ancien, puisqu'ils sont inscrits à 42,20 $ l'once d'or. Une once d'or, c'est environ 31 grammes. Or, de nos jours, c'est le cas de le dire, lol, le cours de l'or, de l'once d'or, est proche des 3000 $ américains. 3000 et pas 42. Autrement dit, monétiser l'or étant devenu possible puisqu'il a été reclassé dans les actifs de niveau 1 par les accords de Bâle 3, la Fed peut se permettre de dire, eh bien, puisque vous avez 8000 tonnes d'or, au cours du jour, je ne sais plus exactement les chiffres, ça doit faire dans les 850 milliards de dollars, un truc dans ce genre. Or, encore une fois, pardon, mais je n'ai même pas fait exprès, puisque dans votre comptabilité, c'est mis à 42 $, bah, la différence entre 42 et 3000 par once, on peut vous la prêter ou vous la, je sais pas, vous la donner en fait. Et puis un jour, vous nous la rendrez. Je ne sais pas comment ça fonctionne vraiment les détails. Moi, je comprends ça à un niveau vraiment basique. Je ne suis pas spécialiste, hein. Alors dites-moi si je dis des bêtises, encore une fois. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'ils vont, et c'est ce que disent les gens qui font des vidéos YouTube sur le sujet, l'État fédéral va se retrouver avec un don de 850 milliards de dollars de la Fed, simplement parce qu'il possède de l'or qui a été revalorisé. Ça va permettre à la trompe de claquer ce pognon, qui est venu de nulle part, donc qui n'est pas rajouté à la dette, par exemple. Et quand on invente comme ça de la devise, qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça fait de l'inflation, c'est la définition de l'inflation. Donc grâce à l'or possédé par l'État fédéral américain, l'inflation va pouvoir reprendre de plus belle. Elle n'a jamais arrêté, bien sûr, mais là, elle va pouvoir avoir un bon coup de boost. Parce que 850 milliards qui surgissent comme ça dans les tuyauteries de l'économie, alors on ne sait pas par où ça va passer, mais ça va être un peu comme d'habitude, hein, ça va être leurs amis autour, etc. Ça va forcément faire déraper l'inflation un peu plus, et notamment, ce qui est super, c'est que ça va faire monter le cours de l'or. Ce qui veut dire que, une fois que l'or à 3000 $ aura permis à la trompe de claquer 850 milliards, imaginons que l'or, lui, remonte encore, à cause de ça, à 4000 au lieu de 3000 l'once. La trompe, il va dire « Ah, mais en fait, c'est pas 850 milliards de dollars que je pourrais utiliser, puisque maintenant l'or vaut 4000 l'once. Donc, la Fed, donne-moi la différence. Il y a 4000 l'once, je sais pas, ça va faire peut-être 100, 200, 400 milliards de plus. Je me suis pas fendu de faire des calculs, hein, je suis désolé. Autrement dit,
il y a une nouvelle masse monétaire fictive qui va surgir, et cette devise-là va aussi amplifier un nouveau mouvement d'inflation, et ainsi de suite. L'or va encore monter, ça va créer de la nouvelle devise, qui va faire remonter le cours de l'or, et le cercle vicieux va peut-être partir en surchauffe, on ne sait pas ni où, ni à quelle vitesse, mais il n'y a pas d'autre issue possible. Alors si c'est vraiment ça qu'ils font, ben voilà à peu près ce que nous prépare la trompe. La création de l'inflation, le monopole de la devise et son usage à des fins de vol du public, c'est une caractéristique du communisme, ça. Donc la trompe est un véritable communiste. Et là, c'est du communisme perfide. C'est même pas du vrai communiste honnête avec des flingues sur la tempe. Vas-y, file-moi ton truc, et puis va travailler là, dans le goulag et tout. Ça, on a l'habitude, ça c'est le bon communiste. Le bon communiste, c'est celui qui te dit qu'il est, et puis que tu vas mourir si tu lui obéis pas. Voilà. Ça on connaît. Mais là, le communiste perfide, c'est celui qui croit, enfin qui te fait croire qu'il va finalement te sortir de l'autre communisme et qui t'en réenfonce encore plus. Mais toi, t'es content parce que il aime pas les woke, il aime pas les gauchistes, donc c'est super. Donc voilà, la trompe, il te vend son communisme avec ses... Et je suis d'accord avec ses sorties contre le woke. Moi, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Hein. Je critiquerai jamais la trompe pour ce qu'il a fait ces dernières semaines en termes de dévissage anti-wokisme, etc. Ça, c'est super, il n'y a aucun problème. Mais c'est un peu des cacahuètes, tu vois, qui jettent comme ça aux singes. Tiens, vas-y, prends la cacahuète, t'es content. Et là, tu es oui, je suis content, merci. Et comme ça, tu regardes pas ce qu'il fait derrière avec son or, etc. Tu comprends? C'est un peu ça, la perfidie de la trompe. Et c'est un communiste, voilà. C'est vraiment un communiste, hein. C'est pas pour rire. C'est un communiste de la monnaie. Il essaye d'imposer le dollar par la force, comme tous ses prédécesseurs. C'est pas que lui, encore une fois. Dans le monde entier. C'est censé être la devise de réserve. Les pays qui oseraient ne pas utiliser le dollar pour leurs transactions, il veut les frapper de 100% de droits de douane, je ne sais pas quel délire. Quand tu veux monopoliser un truc, t'es un communiste. Quand tu monopolises la monnaie, t'es un communiste de la monnaie. Et comme la monnaie, c'est finalement le nerf de la guerre, et qu'avec ça, tu contrôles tout le reste, t'es un gros communiste. Alors là, c'était la première moitié, la première question, donc... J'espère qu'on va aller plus vite pour le reste. Excusez-moi, je me laisse aller. La suite des questions. C'est comme quand tu exprimes que l'Europe est un mix du pire du nazisme et du pire du communisme. Arrives-tu à m'éclaircir, s'il te plaît? C'est ce que je viens de faire, en gros. Hein. Sauf que j'ai parlé de la trompe. Mais en Europe, c'est quasiment la même chose. Tu as une mafia qui s'appelle l'Union européenne, avec sa banque centrale européenne, qui a des filiales dans chaque pays, qui sont les banques centrales nationales, qui monopolisent la monnaie, qui réglementent le tout, qui transforment l'Europe en goulag à ciel ouvert, et qui, en plus, laisse perfidement croire qu'il y a un libre marché, donc qui laisse croire aux gens qu'ils peuvent se mettre à entreprendre. Alors, le monopole de la monnaie, le monopole de plein de domaines comme le régalien, etc., ça, c'est le communisme. Donc ça, c'est le pire du communisme. Je ne parle pas, bien sûr, de camps d'extermination, de goulag et de meurtre et de machin comme ça. Là, je te parle du pire dans le domaine économique et social. Je ne te parle pas du pire dans le domaine de la barbarie brute. On est d'accord? J'espère, hein, parce que bon... s'il faut préciser ça, c'est quand même dommage. En tout cas, le pire du communisme, c'est celui qui est le plus perfectionné. Et comme on l'a dit il y a plusieurs minutes, les choses évoluent. Le communisme actuel ne ressemble plus à celui d'il y a 100 ans parce qu'ils ont appris de leurs erreurs, ces parasites-là. Donc maintenant, ils savent comment ça marche. Ils savent donner des incitations aux gens pour alimenter ce communisme de leur plein gré. Ils savent qu'une prison de laquelle on n'a pas envie de s'échapper, c'est quand même la meilleure des prisons, ça diminue les frais de garde, et puis ça augmente le revenu du propriétaire. La prison européenne, c'est des réglementations qu'on peut qualifier sans sourciller de fascisme, c'est-à-dire qu'on te laisse croire que tu as la propriété de ton entreprise, par exemple, mais on te dicte de A à Z comment t'en servir, quoi faire, quoi vendre, à qui et à quel prix. Si tu compares les politiques fascistes des années 20 et 30 en Italie et en Allemagne avec ce qu'on vit de nos jours,
Il n'y a aucune différence ni de principe, ni de degré. Et encore une fois, je ne parle pas ici de goulag, de camp de la mort, d'exécution dans les rues, de pogrom, d'autodafé, tout ce que tu veux. Je ne fais que comparer les mesures économiques et sociales qui régnaient dans la vie civile dans les années 30 dans les pays fascistes. D'ailleurs, si tu veux un témoignage direct, je te suggère cette lecture qui est très révélatrice. The Vampire Economy. Alors c'est en anglais, mais ça vaut la peine. C'est écrit par un entrepreneur qui raconte comment ça se passe. Eh bien, les contorsions qu'il doit faire, à part que de nos jours, je pense qu'il n'y a pas un militaire en poste dans chaque entreprise, les contorsions et les absurdités administratives auxquelles devaient se soumettre les entrepreneurs des années 30 sont à peine plus ridicules et grotesques que celles que subissent les entrepreneurs des années 2025 dans les pays occidentaux en général et particulièrement en Europe. Il n'y a pas une grosse différence, franchement. Les sujets ne sont pas les mêmes. Il y a moins de CO2 dans les années 30. On est moins obsédé par ça, mais on est obsédé par d'autres trucs. Donc l'un dans l'autre, ça se vaut. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le pire du nazisme en Europe, c'est que le domaine économique qui n'est pas monopolisé et directement mis sous l'escarcelle des États, il est réglementé par ces mêmes États comme des gros vampires qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils plongent leur proboscis et pompent la sève créatrice et économique des honnêtes gens par un moyen ou par un autre. Donc, dans les deux cas, il y a du fascisme et du communisme en Europe, et de manière extrêmement efficace, puisque les gens votent, ils en redemandent. C'est une opération à grand succès, franchement, hein. Et je ne fais qu'une semi-ironie, là. Vu la motivation de la plupart des électeurs, vu comment les gens arrivent à rentrer dans le jeu et à promouvoir le système de décennie en décennie, moi, je dis chapeau. Je dis chapeau. C'est pas tout le monde qui est capable, comme ça, avec de simples idées, de réduire en esclavage plusieurs milliards de personnes. Cela dit, continuons avec les questions de notre auditeur. Deuxième question. Eh ouais, ça avance quand même. Le pourcent de bon sens de Trump pour mettre fin au wokisme, vu l'époque, ça peut se comprendre que les gens plébiscitent. Pour l'époque, c'est limite un exploit, vu que peu de personnes ne sont réellement positionnées contre. Donc là, Juste Curieux 4900 nous dit que, oui, c'est vrai que même si Trump n'est que 1% plus raisonnable que la moyenne, ce qui l'a poussé à mettre fin au wokisme, en tout cas dans certaines mesures aux États-Unis, c'est quand même un exploit parce que c'est un peu le seul dans ce genre-là. C'est pas faux, hein. Et encore une fois, moi j'ai adoré ce qui s'est passé. Donc je le critiquerai jamais là-dessus. Moi je le critique sur tout ce qu'on a discuté avant. Donc la trompe, très bien, il est anti-wokiste, les gens adorent, mais c'est comme je disais tout à l'heure, moi ce qui me désespère, c'est que ça vous semble vous suffire, et lui ça lui permet de susciter l'adhésion des foules et des masses, et de créer des disciples qui se trouvent enfin délivrés de l'enfer wokiste, ce qui lui permet après de faire passer un tas de savonnettes dans vos culs bien huilés, comme tout ce qu'on a discuté, la dette, l'or, le machin, la guerre, tout ce que tu veux. Donc, je trouve ça, encore une fois, très habile de sa part. Et ça non plus, c'est pas une critique. Quoique si, on peut quand même être critique envers les gens qui utilisent leur habileté à escroquer les autres. Et à les exploiter, finalement, hein. Et oui, j'utilise un langage de marxiste. Mais on nage en plein marxisme, donc pourquoi pas. Donc, la trompe a beau avoir repoussé une partie des phalanges wokistes, ça me paraît bien maigre quand même comme exploit. Bon, finalement, ce point 2, c'était pas une question, c'était plutôt une remarque comme quoi j'avais tort de ne pas me contenter du pourcent de bon sens de la trompe. Bon, peut-être, hein, mais ça, c'est à court terme, hein, et c'est ça qui je trouve dommage dans cette histoire-là. C'est que ça trahit, ce genre de remarque, une sorte de résignation, et c'est d'une tristesse, mais moi c'est sincère, je trouve ça triste. Les gens qui disent ça, les gens qui prennent cette stratégie du moindre pire, ils disent en fait, bah ouais, c'est normal qu'en politique, il n'y ait que des débiles,
il n'y ait que des raclures avariées, il n'y ait que des saloperies immondes. Et quand il y en a un qui sort un peu du lot parce qu'il est 1% moins débile et moins avarié que le reste, selon vos critères à vous en plus, hein, parce que je te garantis qu'en face, on pense exactement l'inverse. Donc quand on a un qui te semble moins débilissime que la moyenne ou que le standard habituel, t'es content. Et donc pour vous, c'est normal que l'État, en permanence, soit aux mains des pires raclures qu'on puisse rencontrer. C'est triste, ça a un goût de, je sais pas, tu sais, de vieille salade qui a cuit dans sa vinaigrette depuis 4 jours au soleil. C'est vraiment, c'est lamentable, quoi. C'est lamentable. Cette vision du moindre pire, là, je trouve ça, mais visqueux. Tu vois, vraiment, imagine les films d'horreur avec des monstres, là, puis tu mets la main dans le truc, et là, tu sais que le monstre est pas loin, parce qu'il vient de faire caca, t'as mis la main dedans, et ça fait des grands fils dégueulasses. Voilà, moi, c'est ça l'impression que ça me fait. Question numéro 3. Comment tu peux dire que Kamala aurait fait mieux que Trump? Elle aurait fait quoi de mieux? Je ne suis pas bien sûr de cela. Mais je ne sais pas si la question est de l'ironie au 3e degré, donc qui dépasserait mon second degré. Et là, je m'excuse donc d'avoir raté le coche, mais je ne vais répondre qu'à mon niveau à moi. Quand je disais que Kamala pouvait faire mieux que Trump, c'était pour souligner 2 choses. Premièrement, que faire mieux, ça n'a aucun sens. Ça en a pour toi, ça en a pour Kamala, ça en a pour les électeurs de Kamala, ça en a pour les électeurs de la trompe. Mais c'est tout, c'est des préférences. Il n'y a aucun critère objectif, rationnel, aucune déduction de quoi que ce soit que tu puisses faire pour dire que l'un est mieux que l'autre. Donc c'est des préférences que tu portes à la personne, à ses phrases, à ses promesses, et c'est tout à fait légitime d'adhérer à des gens sous cet angle-là, parce que c'est le seul angle possible, à part un commerçant qui va te vendre quelque chose que tu as vraiment envie de posséder. Là, les commerçants du monde politique, ils te vendent du rêve. Donc c'est normal que tu sois séduit par le rêve qu'ils te vendent. C'est pour ça que faire mieux, ça n'a aucun sens, parce que chacun ses rêves, chacun ses aspirations, chacun ses préférences. Et là, ils ont réussi dans le monde occidental à diviser en gros les équipes en 2. Tu as les communistes de gauche et les communistes de droite. Ça permet d'occuper le bétail, à se disputer entre lui, ça les laisse tranquilles. Ce qui permet d'ailleurs aux courbes de dépenses qu'on a vues tout à l'heure de suivre leur propre chemin, loin des préoccupations de la vie des gens, qui se disputent pour mettre leur propre propriétaire sur le trône. Enfin, bon, bref, tu as compris où je voulais en venir. Donc, Kamala ne ferait pas mieux que Trump, mais je peux le décider, c'est complètement arbitraire. C'est pour ça que j'ai dit ça. On s'en fout de la réalité. Si moi, je trouve que des États-Unis socialistes, encore plus socialistes que maintenant, c'est mieux, bah, j'ai raison de dire que Kamala ferait mieux que Trump. C'est l'avis des électeurs de Kamala, voilà. Donc le premier point, pour résumer vite fait, c'est que faire mieux, ça ne veut rien dire. C'est comme, est-ce que vomi noir, c'est mieux que Céline Dion? Bah, ça dépend des goûts. Est-ce que le gâteau au chocolat, c'est meilleur que la tarte au citron? Eh bien, ça dépend des fois. Mais c'est pas le plus important. Pourquoi est-ce que j'ai osé dire que Kamala aurait pu faire mieux? C'est que, vu que, en tant qu'adepte du moindre pire, en tant que disciple de la larve la moins grotesque, puisque vous êtes si intéressé que ça par les moins débiles du panier de crabes, c'est que vous voyez à très court terme. Le vous, là, s'adresse aux électeurs, hein, aux gens qui prennent parti dans ces histoires de politique. Donc, puisqu'il y a un gros ressentiment contre la politique, mais que les gens continuent de voter, et que, en fait, la plupart du temps, ils votent contre, pour empêcher quelqu'un de gagner plutôt que pour, parce qu'ils vont toujours dire « Ouais, je sais que c'est des pourris, mais je voulais pas que l'autre débile passe. » Bon, ok, très bien. Ça, c'est une vision à court terme. Et ben moi, je suis capable aussi de faire du court terme. Donc, à court terme, Kamala, par exemple, ce mois-ci, elle n'aurait pas mis de droits de douane, j'en suis quasiment certain, de 25% aux Canadiens. Et comme moi, je vis au Canada, l'économie locale aurait été moins perturbée que par toute ce tumulte qu'a déclenché Trump. Parce que maintenant, il faut voir comment ça se passe au Canada. C'est les espèces de ralliements de meutes. Tu as les pro-américains, les anti-américains.
La Trump, il a réussi à foutre le bordel dans un pays dont il n'est pas président. T'as des gens qui mènent des campagnes de boycott anti-américain, ça s'engueule dans les supermarchés au Canada. Ça se dénonce, ça fait des posts sur Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait monter la pression, ça fait monter la tension. J'en ai rien à foutre que ce soit sa stratégie. Moi, je te décris juste ce qui se passe pour moi. Sous Kamala, j'aurais pas subi ce genre de merde. La perturbation économique aurait été peut-être moins brutale, donc ça m'aurait coûté moins cher. Donc moi, si je veux faire comme toi, c'est-à-dire regarder à court terme, eh ben Kamala aurait mieux fait. Et en plus, ça je l'ai déjà dit la dernière fois, je sais pas pourquoi je me répète, mais je trouve ça un petit peu gonflé de me reposer la question à laquelle j'avais déjà répondu. Mais je ne t'en veux pas, ça m'a fait plaisir de répéter la même chose. Remarque, répéter une chose différente, c'est vrai que c'est quand même pas facile, hein. Il est tard, vous m'excuserez. Dernière question. Marine Le Pen, communiste, et plus que Macron. J'avoue ne pas avoir ta grille de lecture, tu peux bien m'expliquer. Mais ça aussi, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Marine Le Pen, communiste. Il suffit d'écouter les mots qui sortent de sa grosse bouche pâteuse, pleine de petites dents de rongeurs, pour te rendre compte qu'elle tient le même discours que Georges Marchais. Donc, c'est un parti communiste, le Front National ou le Rassemblement National, et puis c'est tout, je vois pas ce que je peux te dire d'autre. Quant à Macron Tse-tung, lui aussi c'est un énorme communiste, mais lui c'est un communiste plus sophistiqué, un peu plus dans la veine de la Trompe, justement, qui fait croire à des histoires de droits de propriété et d'entreprise, alors que Jean-Marine, elle, je pense que si elle pouvait tout nationaliser, elle le ferait. Parce que nationaliser, c'est un terme qu'elle aime bien employer. Je crois que Macron Tse-tung emploie moins souvent ce terme. Mais bon. Et puis, oui, Jean-Marine, elle veut aussi faire comme la Trompe du protectionnisme. Et ça, je te l'ai dit au moins 666 fois. Il y a rarement des choses plus communistes et plus socialistes que le protectionnisme. Donc l'un dans l'autre, si vraiment on veut faire une comparaison de tas de merde, eh bien oui, Jean-Marine est plus communiste que Macron Tse-tung. Voilà. Et pour finir, je vais quand même dire du bien de la Trompe, encore une fois, sur son dévissage anti-wokiste, et aussi sur le petit coup de théâtre ou la petite péripétie avec USAID, hein, vous avez entendu parler de ça, cette fameuse organisation fédérale américaine qui finançait dans le monde entier des tas de trucs dégueulasses, sous couvert, bien sûr, d'aide aux pays pauvres. Comme disait, est-ce que c'était Milton Friedman? Je ne sais plus, mais en tout cas, ou Ron Paul peut-être, j'ai oublié de qui est la citation, l'aide aux pays étrangers, donc USAID, c'est les pauvres des pays riches qui aident les riches des pays pauvres. Donc c'est un système de vaste corruption internationale. C'est très très bien que Elon et la Trompe aient foutu ça par terre. Maintenant, à propos d'Elon, évidemment, j'aimerais qu'il continue son travail sur lui-même. Si on prend ce petit article, on va se concentrer sur une phrase en particulier. C'est un article qui recense les liens très très étroits entre Elon et le gouvernement fédéral américain depuis 10-15 ans. Hein. C'est pas nouveau, c'est pas né avec la Trompe. Elon, lui, il s'adapte. Il s'adapte aux nouveaux propriétaires des lieux. Depuis 10 ans, il a été comptabilisé que Elon a reçu environ 18 milliards de dollars de subventions des différents paliers administratifs des États-Unis. Yeah. Donc, vu que les subventions aux entrepreneurs, c'est de la corruption du même niveau, de la même intensité et de la même illégitimité que n'importe quelle autre subvention, que ce soit pour des cours de danse, woke, unijambistes, pour femmes à barbe, il est urgent que Elon fasse passer aussi la tronçonneuse à corruption dans les branches de l'État américain qui financent ses propres entreprises. Ce serait la moindre des choses, ce serait relativement cohérent. Et à ce moment-là, on pourra commencer à considérer les choses sous un angle un petit peu moins sarcastique. Mais franchement,
le capitalisme que nous constatons, il porte un nom, c'est le capitalisme de connivence. Connivence. Et en fait, on ferait mieux de l'appeler du socialisme de connivence. Ça, c'est quand l'État file du pognon à certaines entreprises et qu'entre eux, ils se font des petits bisous. C'est de la connivence entre politiciens et industriels, et c'est tout aussi abject que la connivence entre politiciens et chanteuses transgenres, ou entre politiciens et acteurs de cinéma, ou entre politiciens et n'importe quoi d'autre qui est subventionné. Donc, il faut que ça cesse aussi pour Elon et pour tous les autres industriels, parce qu'évidemment, il n'est pas le seul, qui vivent en tétant la mamelle goulue de l'État américain. Non, pas goulue, la mamelle charnue qui assèche la sève et l'énergie des honnêtes gens aux États-Unis. Donc, s'il te plaît, Elon, coupe-moi ça vite fait. D'ailleurs, cette histoire de USAID, j'admire encore une fois à 100%, mais il faut quand même reconnaître que c'est une goutte d'eau. Tout à l'heure, je t'ai montré les chiffres là, du budget des États-Unis. C'est 7270 milliards de dollars pour l'année. D'accord ? USAID, son budget, c'est quoi ? 40, 50 milliards ? C'est énorme, hein ? Et je dis pas que c'est une raison pour les gaspiller. Non, non, non. C'est très bien qu'il l'ait coupé. J'insiste parce que les fans de la planète des Trump sont très difficiles à convaincre, donc il faut beaucoup répéter les mêmes choses pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'on dit. Donc le sabordage de USAID, c'est à peu près, je sais pas moi, 0,5% du budget des États-Unis qui a été économisé, ce qui est, encore une fois, c'est très bien. Néanmoins, ça ressemble plus à des pots de cacahuètes qu'on jette aux singes, hein, pour vous rendre content. Ah ouais, regarde, il a coupé la corruption. Bah, en fait, de la corruption, maintenant qu'il a coupé 60 milliards, il en reste 7210 à couper. Voilà. Est-ce qu'il va le faire ? On attend ça avec impatience. Bref, le côté héroïque de la trompe, écoute, je m'en sers d'une manière que je ne décrirai pas à haute voix. Et puis, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous êtes content de ce genre de personnage, simplement parce que, c'est votre nouveau John Wayne, là, il est viril et tout, ok, je comprends ça, mais est-ce que ça en fait vraiment un homme providentiel qui va tout renverser pour rendre la planète radieuse ? Ou au moins les États-Unis, je ne sais pas trop, j'en doute. En tout cas, ça c'est une opinion personnelle, bien sûr. On le verra bien. On se donne rendez-vous dans 6 mois, 1 an pour reparler de tout ça. Ne vous cachez pas. Et j'ai envie de conclure avec cette petite analogie, mais si vous êtes aussi content que ça d'un type comme la trompe, pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas à fumer des clopes ? Là, je m'adresse aux non-fumeurs. Bah oui, fumer des clopes, c'est quand même moins toxique et moins dangereux que fumer du crack, d'après ce que je sais. Est-ce que vous trouvez que quelqu'un qui est victime d'addiction à une substance quelconque, comme l'héroïne ou le crack ou des trucs comme ça, le bon conseil, c'est de lui dire de se mettre à fumer des clopes? Est-ce que vous ne lui conseillerez pas plutôt de ne rien fumer du tout, de ne rien consommer? Parce que si vraiment c'est un axiome de vie, ça, de prendre le moins pire, il faut commencer à aller au McDo, à regarder la télé, puis à fumer des clopes, et à boire du mauvais whisky. Tu vois, prendre le moins pire dans tout, quoi. Non, tu le fais pas, tu le fais qu'en politique. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Non, ne vous mettez pas à fumer, c'est très très mauvais. Hein. Donc...